Donc voilà, bonjour à tous. Je ne veux pas aller là-haut parce que en fait, c'est assez impressionnant, puis ça laisse la place à nos invités. Voilà. Donc bonjour à tous. Je suis donc Joëlle Botellico, en charge de l'Institut de formation du Secours populaire. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce volet formation. Il y a eu 2-3 interpellations sur ces sujets, donc je me permets de rebondir, notamment en direction des professeurs, médecins et autres membres de grandes institutions pour influer et en tous les cas tenter d'obtenir la place de la formation au sein des structures comme le Secours populaire, le Secours catholique et d'autres, pour que les futurs praticiens prennent le temps effectivement de mesurer les difficultés vécues par les personnes précaires et en situation de grande pauvreté, voire de grande détresse, parce que cette passerelle, ce croisement des savoirs dont a parlé tout à l'heure Pierre Suesser est indispensable si on veut avancer ensemble pour réduire justement ces grandes inégalités. Voilà. Alors on ouvre ce débat avec 3 témoignages avant la table ronde. C'est Isabelle qui m'a proposé, qui m'a dit que j'avais droit à un bilan de santé par an gratuit. Du coup, j'y suis allée. J'y étais allée, mais il y a quelques années. Du coup, là, ils ne me l'auraient pas fait, j'y serais pas allée, je pense. Mais du coup, j'y suis allée. Du coup, ils ont vu que j'avais une infection urinaire. Pourtant, j'avais pas mal, rien. Pourtant, après, ça s'est déclenché une semaine après. Et après, mon pied s'est mis à enfler anormalement, alors que j'avais rien de spécial. Et le médecin de SOS Médecins m'a dit que c'était peut-être la goutte. Et du coup, j'avais un peu peur de cette maladie, je me demandais ce que c'était. Après, je me suis un peu renseignée sur Internet. Et du coup, après, j'y suis jamais allée, quoi. Mais du coup, sans ces examens-là, je pouvais pas savoir ni me soigner, quoi. Et du coup, là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée ce matin, quoi. J'y serais allée, mais longtemps après, je pense. J'aurais pas fait ça toute seule tout de suite, quoi. Et c'est un peu bête de ma part, parce que voilà, c'est quand même ma santé et j'ai quand même besoin de ça pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer après à côté aussi. Donc bonjour, je me présente, Corinne Lamouche, c'est un nom bien français, je m'en excuserai pas. Je suis donc responsable de la mission vulnérabilité qui est au niveau de la direction des patients, des usagers et des associations au siège de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc je passe après d'éminents orateurs. Donc je remercie Monsieur Spira qui m'a fait l'honneur de m'inviter. J'y vois 2 interprétations. D'abord, la reconnaissance du travail des professionnels qui sont à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et je ne vous présenterai pas l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et puis, deuxième reconnaissance également, c'est lié à mon métier. Je suis assistante sociale hospitalière, et c'est vrai que depuis ce matin, on parle beaucoup de le cloisonnement entre le sanitaire et le social, et je crois que le sanitaire oublie assez souvent qu'il a dans le sanitaire une part sociale, avec une équipe d'assistantes sociales hospitalières, dont je suis et dont j'ai fait toute ma carrière et qui effectivement se veulent l'interface entre le sanitaire et le social et essayent tous les jours d'y arriver. Voilà, donc je vous remercie. J'y vois, c'est la reconnaissance de ces professionnels qui sont souvent oubliés par le sanitaire. L'objet aujourd'hui était les permanences d'accès aux soins de santé, dites PASS donc, à la PHP, dont on a parlé un tout petit peu ce matin. Je vous ai fait quelques diapos, mais je préférerais qu'on en débatte et qu'on en parle. Ce sont des dispositifs qui ont été créés en 98 sur la loi, la lutte contre les exclusions, dont les ancêtres étaient les consultations d'accès aux soins des plus démunis. Qui a été mis et donc pour lequel j'ai une petite pensée pour Jacques Lebas, qui a mis en place la consultation de Baudelaire. Et sous la pression amicale de nos amis de Médecins du Monde, les hôpitaux ont créé ces consultations qui sont devenues par la loi les permanences d'accès aux soins de santé. Alors, ce sont effectivement une structure ou un dispositif, et on verra pourquoi je prends des 2 mots, qui ont effectivement un petit arsenal de réglementation. Il y a la loi, il y a donc le code qui oblige chaque établissement de santé à ouvrir au moins une permanence d'accès aux soins de santé.
et vous avez un certain nombre de circulaires, qui s'est rentré dans le PRAPS, etc. Sauf que tous ces textes sont suffisamment flous pour laisser aux professionnels l'interprétation qu'ils en font. Et effectivement, aujourd'hui, comme le disait mon ami du COMED, c'est des structures qui sont suffisamment floues, mais qui sont juste le reflet des textes, qui a laissé la part aux équipes qui se sont saisies de ce dispositif de vouloir mettre en place des actions selon leur engagement. Et donc aujourd'hui, on est face à cette histoire, et c'est pour ça qu'effectivement, les permanences d'accès aux soins de santé peuvent vous paraître très hétérogènes, avec des fonctionnements différents, des organisations différentes. Alors, comme on est dans l'interprétation, je vais vous parler de mon interprétation que je défends depuis maintenant un certain nombre d'années par mes fonctions et sur la position effectivement que j'ai aujourd'hui au siège de l'assistance publique, puisque dans ma mission, je coordonne les permanences d'accès aux soins de santé de la PHP. Pour moi, les permanences d'accès aux soins de santé sont un dispositif médical et d'accompagnement social, c'est-à-dire que si elles sont dans l'hôpital, c'est une offre de soins. C'est pas autre chose qu'une offre de soins, c'est à l'hôpital. Alors effectivement, ça veut dire des médecins, ça veut dire des soignants, ça veut dire une assistante sociale pour un accès aux soins et également un accompagnement vers l'accès aux droits, mais plus particulièrement un accompagnement sur leur parcours de santé, voire leur parcours de vie pour certains. Ce sont des dispositifs et des consultations qui offrent des soins en soins externes. Ça a fait beaucoup de débats, mais ça n'est rien d'autre qu'une offre de soins externes. On ne rentre pas dans les dispositifs PASS les hospitalisations, qui sont autre chose. Donc, elles doivent effectivement assurer un certain nombre de missions, assurer un accès aux soins, un accompagnement soignant et social, autoriser l'accès à l'ensemble des consultations spécialisées de l'hôpital, c'est-à-dire effectivement, c'est une des portes d'entrée de l'hôpital. Les urgences en sont une, mais effectivement, les consultations en sont d'autres et les PASS sont également une autre porte. Et particulièrement, une porte qui s'ouvre auprès des patients les plus vulnérables. Et on va voir que les circulaires, je vais vous en parler, la dernière circulaire du mois de juin 2013 nous complexifie encore plus la tâche pour définir qui sont les bénéficiaires de la PASS. Sur le territoire, vous verrez dans la petite note que je vous ai envoyée, je vous ai pas fait une diaporama sur des chiffres, on en a eu beaucoup ce matin. Sur le territoire français, vous avez 430 PASS qui ont été recensés en 2013 par la Direction générale de l'offre de soins. Dans ces 430 PASS, vous avez donc 368 généralistes ainsi que des PASS spécialisés, et on va voir à la PHP les PASS, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est une structure. Quand on parle de structure, c'est des consultations qui sont souvent adossées à une polyclinique, qui reçoivent des patients avec ou sans rendez-vous, ou ce sont une organisation, un dispositif transversal qui ouvre la porte à toutes les consultations présentes dans l'hôpital où la PASS est installée. Donc c'est là un petit peu où vous avez du coup un certain nombre, une hétérogénéité d'organisation. Vous avez des PASS dites généralistes qui sont effectivement des consultations, un tant soit peu que la médecine générale existe à l'hôpital, mais en tout cas, elles sont portées par des spécialistes d'internistes ou d'urgentistes. Donc ce sont des consultations de médecine avec ou sans rendez-vous. Quand on parle de PASS dédié, c'est que c'est sur un lieu dédié. C'est-à-dire que c'est centralisé à un endroit bien défini, bien visible. Si l'on parle également de PASS transversal, c'est effectivement plutôt un dispositif mis à la disposition des professionnels de consultation qui, pour faire court, mettront en attente la facturation de la consultation en attendant un accès au droit. Vous avez après, la loi présente également des PASS spécialisés, ce sont les PASS bucco-dentaires et les PASS psychiatriques, ainsi qu'également, vous verrez, les PASS, je les ai mis en dehors parce que c'est pas la PHP qui les porte, la PASS régionale est également considérée comme une PASS spécialisée dans le texte, mais la PASS régionale est une PASS qui reçoit effectivement des financements pour la mission de coordination des PASS sur une région. Aujourd'hui, la PASS régionale de l'Île-de-France, la coordinatrice est Barbara Bertini, qui est effectivement logée au niveau de l'ARS Île-de-France. Vous avez également des PASS mobiles. Alors,
C'est plus une activité mobile. Ce matin, j'entendais parler qu'effectivement, les hôpitaux étaient hospitalo-centrés, qu'ils sortaient pas de leurs murs. On essaye d'innover un petit peu. Actuellement, à la PHP, nous avons une activité mobile, mais l'actualité actuelle, visiblement, enfin l'actualité aujourd'hui autour des migrants fait qu'apparemment les équipes ont envie de sortir de leurs murs pour aller aider les partenaires sur les campements, sur les centres d'hébergement. Et une des passes de l'assistance publique a une activité assez ancienne qui est une maraude sanitaire au niveau de Bois de Boulogne, qui est portée par l'hôpital Ambroise Paré et qui est mis en place au bénéfice des personnes transgenres qui se prostituent dans le Bois de Boulogne. Donc vous voyez, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas aucun obstacle administratif quand les volontés sont là. La nouveauté sur les passes, c'est plutôt hors AP. Actuellement, il y a des passes dits ambulatoires ou passes de ville qui sont en train d'être expérimentées, mais pas dans Paris, plutôt en Seine-Saint-Denis, mais on pourra en parler si vous voulez. L'actualité aussi, c'est des passes ophtalmo qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année sur le territoire parisien, puisqu'on s'est aperçu, et on l'a dit depuis ce matin, que tout ce qui était ophtalmo et optique, vision et optique, était une problématique d'accès. Donc on va effectivement, en tout cas pour nous, à l'assistance publique, ouvrir une passe ophtalmo. L'autre passe ophtalmo sera portée par la Fondation Rothschild. Alors pour la cartographie des passes en Île-de-France, je vous fais juste une petite présentation, mais vous irez. C'est un site. Le site de l'ARS est en train de construire une cartographie des passes de la région avec des fiches pour chaque permanence d'accès aux soins de santé, de façon à ce que les bénéficiaires et les professionnels qui souhaiteraient interpeller une permanence d'accès aux soins de santé puissent savoir exactement ce qu'elle peut attendre de la permanence d'accès aux soins de santé plutôt que de fantasmer sur les prestations éventuelles qu'elle peut produire. Sur donc les permanences d'accès aux soins de santé de l'assistance publique, en Île-de-France étaient recensées 49 passes dites généralistes, 11 passes spécialisées et 4 bucco-dentaires en 2014, et également 6 passes psychiatriques. L'assistance publique Hôpitaux de Paris en porte 26 passes. Alors, je ne fais pas la promotion de la PHP, mais je vous rappelle que le texte, la loi n'oblige l'établissement de santé à en ouvrir qu'une. Nous en avons 26, avec des hauts et des bas, mais nous en avons 26. Nous portons donc 22 passes dites généralistes, dont une dans un service de dermatologie, effectivement pour répondre à tous ces soucis de gale, etc. Et je vous donnerai un exemple. Elle a su se mobiliser ces derniers temps sur effectivement les cas de gale qui ont pu être repérés par nos amis de Médecins du Monde sur les campements. Et on a essayé d'être le plus réactif possible. Nous avons 3 passes bucco-dentaires, donc une historique qui est ouverte depuis maintenant plus de 12 ans et qui est aujourd'hui la seule à assurer la réhabilitation prothétique, c'est-à-dire pas uniquement les soins primaires, mais on va jusqu'à la réhabilitation prothétique. Elle est aujourd'hui un peu victime de son succès, puisqu'elle est relativement saturée, mais ils peuvent, par des organisations puisqu'elles sont universitaires, donc ils ont des médecins, mais ils ont également les étudiants, ils ont inscrit dans le parcours étudiant odontologique le parcours dans le pass précarité, ils ont pu également mettre à disposition des bénéficiaires par étudiants, ils ont 2 implants par étudiant, ce qui permet de temps en temps à certains bénéficiaires d'aller au-delà de la réhabilitation prothétique et de pouvoir bénéficier des derniers dispositifs dentaires les plus adaptés à leurs besoins. Je ne vous cache pas que c'est un certain nombre de dépenses quand même pour l'hôpital qui accueille cette passe. Et nous avons une passe psychiatrique qui, elle, se trouve dans le 94, dans l'hôpital Henri Mondor. Juste pour un petit chiffre, toutes ces passes, en tout cas les passes généralistes, ont reçu, accueilli au 1er septembre 2014, au moins une fois, en file active, 15 939 patients. Alors c'est beaucoup, mais c'est également peu, puisqu'on a effectivement quelques limites aujourd'hui. C'est que les permanences d'accès aux soins de santé reçoivent 80% de population migrante. Et nous n'atteignons pas ou nous recevons pas d'autres patients qui néanmoins en auraient besoin. La circulaire 2013 aujourd'hui nous dit que les permanences d'accès aux soins de santé doivent recevoir tous les patients
qui n'ont pas de droits ou qui ont une incomplétude de droits, ça veut dire tous ceux qui n'auraient pas de mutuelle ou qui n'auraient pas bénéficié de l'ACS, les PASS auraient comme mission effectivement de les accompagner vers ces dispositifs et de leur procurer des soins si nécessaire, mais également accueillir tous les patients qui auraient des droits, mais qui effectivement, du fait de leur parcours, de leur potentiel, de leur histoire, ne se retrouveraient pas dans nos systèmes de santé, les PASS étant là pour les accompagner effectivement à s'y retrouver dans un système qui est souvent pris dans son propre rythme, ses propres obligations et qui ne tiennent pas compte de la singularité d'un certain nombre de populations. Le problème, c'est que je pense que les permanences d'accès aux soins de santé, alors tout à l'heure ou ce matin, on disait que certaines PASS n'étaient qu'une assistante sociale toute seule dans un couloir, d'autres, il y a des médecins. À l'assistance publique, depuis le début, on essaye. Toutes les permanences d'accès aux soins ont un temps médical, au moins un temps plein. Et effectivement, si on ouvre aux bénéficiaires très larges qui le nécessiteraient, je pense que les permanences d'accès aux soins de santé vont être vite saturées. C'est pour ça aussi qu'elles ont un rôle vis-à-vis en interne au niveau des hôpitaux. Et c'est là un peu les perspectives de débat qui sont aujourd'hui. Alors là, c'est les PASS de la PHP. Vous verrez les débats, c'est ça. Aujourd'hui, les permanences d'accès aux soins de santé, du fait de leur hétérogénéité, des différences d'engagement des équipes qui les portent et des organisations, se sont réunies non seulement en coordination régionale, mais il y a un collectif qui existe, le collectif PASS, qui essaye de réunir un certain nombre et de permanences d'accès aux soins, mais également de ses partenaires, les partenaires associatifs, sur un laboratoire d'idées, d'innovation, d'essayer de rappeler, tout à l'heure on disait que dans le serment d'Hippocrate il y avait je vais soigner gratuitement les indigents. Alors on va pas rappeler ça, mais on va simplement essayer, les équipes vont simplement essayer de dire que chaque patient a ses singularités, que ce qui caractérise les patients qu'on reçoit dans la PASS, c'est la temporalité. Il y a dichotomie entre leur temps, le temps hôpital, le temps soignant, le temps médical, et que ce sont des patients qui effectivement nécessitent une temporalité, c'est-à-dire des consultations médicales de plus de 10 minutes, on va dire. Et c'est vrai que pour nous, au niveau des hôpitaux, c'est un vrai enjeu, une vraie problématique d'organisationnel. La temporalité est donc une dimension incontournable. Les PASS qui se veulent effectivement centrer sur la relation humaine, sur le prendre soin, c'est-à-dire effectivement c'est une offre de soins, mais au sens large. Des compétences et un savoir-faire et un savoir-être. Et effectivement, une des missions des équipes PASS est de diffuser leurs pratiques au sein même des hôpitaux, puisqu'on le disait tout à l'heure, dans un monde meilleur, les permanences d'accès aux soins de santé n'existeraient pas. C'est-à-dire toutes les consultations, toutes les offres de soins seraient capables de s'adapter aux besoins et à la temporalité de ces patients, prendraient le temps avec eux. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que effectivement, au niveau des hôpitaux aujourd'hui, on est dans un contexte économique où la performance économique est un vrai enjeu. Les équipes PASS sont des équipes qui reçoivent des patients précaires et qui, au sein de la communauté hospitalière, si les populations précaires peuvent subir des discriminations, les équipes qui s'en occupent subissent la même chose, puisque dans nos hôpitaux, nous avons effectivement, nous allons de l'excellence à la promixité, et effectivement, tout ça, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre au sein même d'un hôpital. Et également, alors les PASS ont, et cette actualité l'a prouvé, l'actualité des migrants, une capacité de se mobiliser dans une veille et une crise sanitaire, puisque les permanences d'accès aux soins des hôpitaux ont été sollicitées et n'ont pas attendu d'être sollicitées pour effectivement apporter leurs compétences et leur savoir-faire sur la gestion des crises, notamment des camps. Actuellement, on s'interroge sur le lycée Carré sur Paris. La dernière actualité, c'est le camp de Saint-Ouen. Mais nous étions présents également auprès de nos partenaires associatifs, ni plus ni moins, avec une collaboration et un partenariat fort sur notamment le camp de la Chapelle qui a tellement défrayé la chronique. Voilà. Merci Corinne Lamouche. Donc, est-ce qu'il y a une question? On va peut-être prendre une seule question, si vous voulez bien, compte tenu du temps. Je ne doute pas de l'intérêt des PASS dans les hôpitaux, et vous en apportez la démonstration.
mais en même temps, est-ce que l'institution des passes n'est pas le révélateur des défaillances et des déviances de l'hôpital dans sa fonction de service public, qui a l'obligation d'accueillir et de soigner qui que ce soit, quelles que soient ses caractéristiques, y compris lorsque sa poche est vide, et avec le temps nécessaire qui convient à chacun. Donc vous avez signalé effectivement que l'hôpital est pris dans une espèce de folie de la performance, sans d'ailleurs que personne n'ait défini la notion de performance appliquée à l'hôpital. Et donc, vous êtes une structure parallèle qui permet d'échapper en quelque sorte au bénéfice de ces populations défavorisées à ce principe, à cette règle qui domine à l'heure actuelle l'hôpital public. Néanmoins, étant révélateur, vous pouvez être aussi le démonstrateur de la nécessité de l'hôpital public de revenir à ses vrais fondamentaux et d'accueillir, non seulement en consultation, parce que si le pass est limité à la consultation, c'est très restrictif par rapport à l'obligation de recevoir ces mêmes populations en hospitalisation avec ces caractéristiques, et par conséquent, tout l'hôpital devrait être dans l'obligation de recevoir qui que ce soit dans les lieux de droit commun. Alors, je vais vous répondre, je ne peux que partager ces belles paroles, mais il y a un principe de réalité. Vous nous dites que les passes échappent à la performance économique, c'est totalement faux. Les équipes, effectivement, il y a un financement, mais qui ne couvre pas l'ensemble des dépenses engagées par l'hôpital, et ces équipes se font très souvent rappeler à l'ordre, parce qu'effectivement, les dépenses dépassent. C'est une question qui doit être posée. C'est également une performance en termes de pratique, et je peux peut-être donner la parole parce que j'ai emmené avec moi un de nos médecins, Denis Méchali, sur tout ce qui est... Non, on n'a pas le temps. Mais effectivement, je ne peux que partager, sauf qu'il y a un principe de réalité. Si les équipes de passe des médecins et des assistantes sociales peuvent partager ça et faire transmettre ça à des collègues qui l'auraient éventuellement oublié, pour X raisons, hein, je jette la pierre à personne, mais je vous redis, si les passes existent, c'est bien parce qu'il y avait un défaut. Et un défaut qui durait depuis pas mal de temps. Merci encore, et puis désolé pour cet inconfort lié au temps, mais le temps s'écoule. Donc Monsieur Desseur, s'il vous plaît. À vous. Donc on a beaucoup parlé de non-recours ce matin, mais vous allez nous parler du premier recours. Tout d'abord, merci à M. Gentilini d'avoir rappelé le serment de Causse, le devoir du médecin de donner ses soins gratuits à l'indigent. Je ne vais pas parler des contraintes économiques et je ne vais pas parler d'argent, c'est le rôle des syndicats. Avant d'aborder ce qui m'a été dévolu volins-nolins, je veux vous dire, pour ceux qui s'étonneraient de la présence de l'ordre des médecins à cette journée, que les préoccupations autour de précarité, pauvreté et santé sont au cœur de ces missions. L'ordre doit se préoccuper de la médecine, qui est un facteur de cohésion sociale. Il doit se préoccuper de l'ardent devoir éthique d'accueillir et soigner, tout autant que prendre soin, de chacun et aussi de la santé publique. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, le Conseil national a confié à un de ses vice-présidents la charge d'un pôle patient, qu'un partenariat a été mis en route avec le Secours populaire français, et je salue son président au nom de notre institution, comme cela l'avait d'ailleurs été avec le Défenseur des droits et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté notamment. C'est ainsi également qu'au prochain congrès de l'Ordre, dans moins d'un mois maintenant, je réunirai dans une même table ronde le Fonds CMU en la personne de M. Vincent Beaugrand et le SAMU social avec Xavier Emmanueli et Suzanne Tartière. C'est pourquoi aussi, d'ailleurs, l'an dernier, Julien Lauprette était présent à notre congrès. Pour en venir à ce qui m'a été confié, place et rôle des médecins de premier recours. Qu'est-ce que c'est que le premier recours ? Il faut peut-être le rappeler. Ce n'est pas seulement, comme chacun le pense, le médecin généraliste de ville dans son cabinet, qui ne devrait plus être un cabinet isolé d'ailleurs, mais aussi, dans le jargon en vigueur, le médecin de premier recours, c'est le gynéco, c'est l'ophtalmo, c'est le psychiatre. Ce sont des praticiens qui sont en accès direct. Le premier recours, c'est également, en dehors de ce jargon, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens. Quelle place pour le médecin et les autres ? C'est le premier contact, mais déjà dans une démarche de soins, contrainte et forcée pour la personne par les événements de vie.
Son rôle, c'est simple, c'est d'être à lui tout seul une passe. Il doit assurer l'accueil de tous, sans aucune discrimination. Je n'évoquerai pas l'accueil réservé aux précaires au musée d'Orsay, ce n'est pas la même chose, quoique. Mais le pointeur sur la carte vitale ou sur la carte blanche qui n'a pas de puce de l'aide médicale État, le pointage AME, CMUC, ACS, c'est déjà l'entrée dans une posture de discrimination, nous le pensons profondément. Le médecin doit y échapper, en tout cas, dans son comportement et dans l'accueil qu'il doit à chaque personne qui se présente à lui. Du moins, il doit essayer. Le médecin doit répondre à la demande de soins, puisqu'on est à ce moment-là dans une demande de soins, mais également, voire surtout, orienté dans le parcours de soins, orienté dans le parcours des droits, qui ne sont pas toujours ouverts, dans le parcours de leur renouvellement. Il doit, alors là ce n'est plus orienté dans, mais orienté vers le parcours de prévention dont on sait qu'il est bien défaillant pour toutes les personnes en situation de précarité. Le tout, j'ai dit que je ne parlerai pas d'argent, mais quand même en 10 minutes et pour 23 €, dont il lui reste, il faut prendre l'exemple des centres de soins. Les centres de soins actuellement recrutent des médecins qui par contrat perçoivent entre 25 et 30% de la valeur de l'acte qui est versée par l'assurance maladie au centre de soins. Ceci, ça ne relève pas de l'ordre, c'est du rôle des syndicats, donc je n'en ai pas parlé, je n'en parlerai pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que le médecin puisse remplir ce rôle? Il y a des nécessités pour les médecins, mais aussi pour les autres acteurs du premier recours ou du premier accueil. C'est tout d'abord, comme l'a souligné Ismail Assouné, c'est l'accompagnement, qui est un élément déterminant, essentiel de la réussite du soin, de l'entrée de la personne dans un parcours de soins, dans un parcours de prévention et dans le parcours d'ouverture des droits qui sont indispensables. Pour ça, le médecin doit disposer d'un panel minimal d'informations et surtout de lieux de ressources. Ces lieux de ressources, c'est l'assistante sociale sur le secteur ou dans le domaine, c'est la mairie. C'est aussi, nous y tenons, le conseil départemental de l'ordre et dans le cadre du partenariat que nous avons instauré et que nous mettons en œuvre lentement mais sûrement avec le secours populaire, c'est auprès du conseil départemental l'indication de personnes ressources, de lieux où vers lequel le médecin pourra orienter la personne qui a besoin de cet accompagnement qu'on a souligné. C'est aussi donc ce partenariat avec le secours populaire, d'autres associations et toutes celles qui voudront s'y joindre. Au-delà, je n'ai pas préparé de diapo, volontairement. Au-delà, je préfère répondre à des questions s'il y en a. Je pense que j'ai brossé rapidement, mais complètement, le rôle du médecin de premier recours et des autres intervenants en santé en premier recours. Et s'il y a des questions, j'y répondrai fort volontiers, même si elles sont acerbes. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc peut-être, alors, comme nous y sommes invités, y a-t-il des questions? Une question? Oui, monsieur Dessert. Enfin, plus qu'une question, c'est un petit commentaire. Bon, il se trouve que je suis médecin bénévole au Secours populaire, qu'on a un certain nombre de médecins qui font partie du mouvement des médecins du secours qui sont chez nous. L'une des grandes difficultés qu'on a mutuellement, c'est qu'on ne fait pas de médecine au secours, mais on fait de l'accompagnement médical pour un domaine que malheureusement on connaît bien, qui est l'accompagnement des personnes qui sont en situation de précarité, d'exclusion. Chez les médecins, on fait de la médecine, c'est leur métier, et ça ils connaissent bien, mais ils ont beaucoup de difficultés avec la façon d'écouter, ne serait-ce que d'écouter les problèmes sociaux. Je leur demande pas de prendre en charge les problèmes sociaux, c'est pas leur métier, chacun son métier, et ils n'ont pas le temps, ils sont pas payés pour ça. Et je trouve qu'il est important de trouver des moyens pour renforcer les échanges et les formations. Je sais que vous-même vous en êtes convaincu, mais si je vous parle, c'est en tant que vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins, pour trouver des moyens pour assurer cette complémentarité. C'est le plus grand besoin que nous éprouvons au secours populaire. Alors, il y a deux éléments de réponse
qui sont simplistes. Le premier, c'est qu'il faut que dans le cadre de la formation continue qui est organisée, en tout cas des cotisations sont prélevées, des fonds sont attribués, après le reste est un autre point, il y ait une part consacrée à l'accueil des personnes en situation de précarité, à l'accueil des migrants dont on a évoqué, qui sont en situation de précarité mais dans une situation personnelle, sociétale extrêmement différente encore. Il faut que cela existe et soit prévu. Mais cela doit aussi exister dans la formation initiale des praticiens. Et là, ce n'est pas le rôle de l'ordre non plus, ce sont nos amis universitaires qui ont à prendre la formation des médecins et des autres, ça relève de nos amis universitaires, on est dans une bonne maison pour ça, je crois d'ailleurs, qui ont à développer ce pan-là. Cela existe dans certaines facs, pas partout. Cela pourrait être aussi un moyen d'apporter des ressources humaines aux passes hospitalières, puisque la formation se fait pour une part peut-être trop grande, mais pour une grande part en tout cas, dans le cadre hospitalier pour ce qui est des études médicales. Il y a une deuxième question ici. Merci. On prépare la table ronde, quoi. Non, c'est une question acerbe. Non, elle n'est pas trop acerbe, mais en fait, vous y avez quasiment répondu. Et ça rejoint la logique, à la limite un peu les positionnements du défenseur des droits sur effectivement une jambe, on va dire répressive, en tout cas juridique, de faire respecter les droits, et une jambe de promotion. Et sur l'aspect promotion, il y a des études, il y a des thèses qui sortent, notamment il y en a une qui nous a été signalée par la Croix-Rouge d'ailleurs, sur la non-connaissance, au-delà de la connaissance de comment prendre en charge des personnes précaires, au-delà de la connaissance quasiment clinique, médicale, des spécificités des personnes précaires, la connaissance des droits, du droit. Et notamment, par exemple, dans cette étude, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était des chiffres effarants sur le nombre de jeunes internes qui ne savaient pas que que refuser quelqu'un qui avait la CMUC était tout à fait illégal, quoi. Que refuser le tiers payant pour les bénéficiaires de la CMUC était illégal, que l'ensemble des dispositifs légaux, eh bien une bonne partie n'en maîtrisait pas. Alors j'ai plus les chiffres, mais voilà. Donc j'ai bien compris que l'ordre n'est pas sur la formation initiale, mais néanmoins, globalement, sur cette phase promotion, quels peuvent être les moyens de l'ordre? Alors, dans ce domaine, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, pour compléter la réponse qui a été donnée à M. Sopena, l'ordre et le défenseur des droits ont été côte à côte, tout récemment, dans deux affaires en première instance et en appel concernant des refus de soins avérés et démontrés, il faut qu'ils soient avérés et démontrés, en justice. Donc le défenseur des droits et à titre d'intervention et le Conseil national de l'ordre en tant que plaignant étaient devant les tribunaux pour persécuter de pauvres médecins qui avaient refusé des soins au titre de la CMUC. C'était bien sûr des victimes. Je parle des médecins, en l'occurrence. Pour ce qui est du rôle de l'ordre, je dois faire l'indication d'un échec, c'est que l'information des obligations réglementaires, mais aussi légales, parce que c'est légal le caractère non licite de refuser des soins au titre de la CMUC, au seul titre de la CMUC, c'est une information qui est régulièrement publiée dans les bulletins ordinaux, mais comme le dit un proverbe corse, on peut donner à boire à son âne, on ne peut pas le forcer à boire. Donc ça n'a pas d'impact. Je pense que malheureusement, il faut un pan répressif, dissuasif, la peur du gendarme. Là, je dois dire que l'institution ordinale doit plaider non coupable, car il y a un article, je ne vais pas vous afficher des articles et vous donner des numéros, il y a un article du Code de la sécurité sociale qui prévoit depuis 2008 la mise en place de commissions paritaires au niveau département entre la caisse primaire d'assurance maladie et le conseil départemental de l'ordre sous le contrôle du conseil national. Ce travail paritaire concerne les refus de soins. L'assurance maladie a l'obligation, soit par son directeur, soit par le chef des services médicaux, de signaler
ce qui est porté à sa connaissance en cette matière. L'ordre doit assurer sa mission à partir de ce signalement et doit en rendre compte comme il se doit à l'échelon national de l'ordre et auprès du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie dans le délai usuel d'instruction qui est de 3 mois. Nous n'avons eu pratiquement aucune information nominale étayée. Donc l'institution ordinale ne peut pas remplir son rôle et ne dispose pas de pouvoir contraignant en cette matière. C'est pourquoi, d'ailleurs, le partenariat avec le Défenseur des droits permettra, du moins personnellement, je l'espère, et institutionnellement, nous l'espérons, d'améliorer cette non prise en compte honteuse de refus de soins, de même qu'il y a des pratiques tarifaires en dehors de la précarité, mais des pratiques tarifaires aberrantes qui sont ouvertement tolérées, ce qui n'est pas équitable. Merci à vous. Monsieur Michel Debout, donc vous êtes psychiatre, médecin légiste, et vous avez fait de nombreux travaux sur, on va dire, les effets dévastateurs de la pauvreté et de la précarité. Donc, merci de m'avoir invité à votre rencontre. Merci au professeur Alfred Spira. Et en tant que médecin légiste et aussi psychiatre, je me suis préoccupé de la question du suicide dans sa forme la plus extrême qui est mort par suicide, comme médecin légiste, et sous la forme de tentative du suicide comme psychiatre. Et donc ça fait plus de 30 ans que je me mobilise sur la question de la prévention du suicide dans notre pays. Et j'ai été amené à être l'auteur du rapport du Conseil économique et social, qui n'était pas encore environnemental à l'époque, sur la question du suicide. Et c'est le premier rapport en France qui a situé le suicide comme un grave problème de santé publique. Il a fallu attendre dans notre pays 1993 pour que dans un texte officiel, on trouve cette notion-là, le suicide, au-delà évidemment de toutes les questions philosophiques, religieuses, existentielles qu'il peut poser, est aussi d'abord pour nous, en tout cas, un problème de santé publique. Alors, par rapport à ce problème de santé publique, vous savez qu'il y a innombrables études qui ont été faites, mais je vais simplement rappeler une étude, et ça tombe bien puisque nous l'avons fait avec... Alors, je cherche la flèche, je pense que c'est là. Voilà. Je vais aller très vite à vous présenter le résultat que nous avons fait avec le Secours populaire français, et nous l'avons fait en début 2009. Et pourquoi 2009 ? Puisque vous vous souvenez que fin 2008, le monde occidental, en tout cas, enfin le monde riche, comme l'on dit, est entré dans cette crise économique et sociale dans laquelle on se retrouve toujours, d'après ce que l'on sait, et à travers la faillite de la banque Lehman Brothers, ce qui montre que cette crise dite économique et sociale était d'abord une crise financière, et que cette crise économique et sociale, elle a des effets sur les personnes, sur la santé des personnes, et donc c'est aussi une crise sanitaire. Eh bien, dans ce tableau, nous comparons les corrélations qu'il y a entre un indice de vulnérabilité sociale qui a été calculé ou en tout cas proposé par les centres d'analyse de santé de l'assurance maladie et un indice de troubles psychologiques. Alors, quand il est trouble psychologique, c'est pas un diagnostic de dépression, un diagnostic de psychose ou un diagnostic d'anxiété, c'est un diagnostic global de troubles psychologiques. Et simplement, si je vous donne ce résultat, c'est que vous voyez qu'il y a une progression parallèle, pratiquement arithmétique, progression parallèle entre le risque de vulnérabilité et puis la proportion, en fonction pas de risque, mais le taux de vulnérabilité, et la proportion de personnes qui présentent un trouble psychologique. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, d'une relation de cause à effet, c'est simplement une corrélation. Mais malgré tout, vous voyez que lorsque on est très vulnérable, enfin dans un état de vulnérabilité sociale, on a un risque plus important, voire nettement plus important, d'être en souffrance psychologique.
Et plus encore, et c'est ça qui vous intéresse sûrement plus, c'est que la colonne rouge que vous voyez, et ne voyez pas dans cette couleur une quelconque référence à un symbole quelconque, mais cette colonne rouge représente des usagers du secours populaire, qui ont été sondés en face à face, alors que pour la population générale, c'était un sondage au téléphone. Eh bien, regardez, pour les usagers du secours populaire, on arrive à pratiquement 70% de personnes qui ont des troubles psychologiques. C'est-à-dire qu'on peut apprécier ces personnes au niveau des difficultés sociales qui sont les leurs, mais on peut aussi, et peut-être on devrait d'abord les apprécier par rapport aux risques psychologiques, en tout cas aux troubles psychologiques qu'ils présentent. Et donc là, la place des psychologues ou la place des psychiatres devrait être une place importante dans les dispositifs, mais elle existe, mais elle devrait être plus importante peut-être dans les dispositifs de soutien aux personnes précaires et exclues. Alors, j'en viens, et ça c'est encore plus important de mon point de vue, au risque suicidaire dans la population générale qui est à votre gauche et dans la population ayant recours au service du secours populaire. Eh bien, vous voyez en rouge dans la colonne, c'est les personnes, la proportion de personnes qui ont réalisé dans l'année une tentative de suicide qui a nécessité une hospitalisation. Je vais aller très vite parce que le temps est compté. Simplement, le résultat, c'est que entre les deux groupes, c'est-à-dire entre la population générale et la population de ceux qui ont recours au service de secours populaire, la proportion de ceux qui ont fait une tentative de suicide nécessitant hospitalisation dans l'année qui précède le sondage est multipliée par 6. On passe de 3% à 18%. Et cette augmentation de proportion est aussi vraie pour ceux qui n'ont pas fait de tentative de suicide, mais pensent à se suicider. Et là, on a un rapport de 9% à 31%. Donc, si vous voulez, le risque suicidaire est un risque dont il faut prendre en compte lorsqu'on s'intéresse à des personnes en grande précarité. Il faut en prendre en compte pour la population générale, mais vous voyez qu'il y a un risque beaucoup plus important pour les personnes en précarité. Alors, je vais terminer mon propos, après vous avoir rappelé cela de façon un peu rapide, j'en suis conscient, par la réflexion suivante. Finalement, quand on est en précarité, c'est que souvent on a connu le chômage. Vous savez que le nombre de chômeurs n'a cessé d'augmenter dans notre pays. J'ai fait référence à la crise de 2008, et vous savez que maintenant, selon les indices ou les définitions du chômage, on aurait 6 millions de personnes qui connaissent le chômage en France. Eh bien, je voudrais rappeler quelque chose qui n'est pas suffisamment dit et dénoncé de mon point de vue. C'est que quand on perd son travail, on perd la médecine qui va avec. Quand on perd son travail, on perd la médecine qui va avec. C'est-à-dire que personne, dans notre société, ne s'intéresse vraiment à la santé des chômeurs. Personne ne s'y intéresse. Et j'ai fait un petit ouvrage, là, qui est sorti en début d'année, sur la question du traumatisme du chômage, et je dénonce dans cet ouvrage le fait qu'il y a un véritable abandon par le système de soins des chômeurs. Comme si cette population n'existait pas ou n'avait pas de particularité. On s'occupe, et c'est bien, on s'occupe de la santé des femmes, on s'occupe de la santé des jeunes, on s'occupe de la santé des travailleurs, mais la seule catégorie de la population dont on ne s'occupe pas, et d'ailleurs on a très peu de chiffres là concernant, c'est les chômeurs. On s'occupe du chômage, on ne s'occupe pas des personnes au chômage, on ne s'occupe pas des chômeurs. Et pourtant, et je vais finir par là, et pourtant la perte d'emploi, pas seulement le chômage, mais la perte d'emploi constitue ce qu'on appelle dans mon jargon de médecin légiste et de psychiatre un authentique état de stress post-traumatique. Le moment où on perd l'emploi,
ce moment-là, du licenciement, du dépôt de bilan, parce qu'il ne s'agit pas simplement de salariés, il peut y avoir des artisans, des commerçants qui sont obligés de fermer boutique, il y a les exploitants agricoles, et vous savez que récemment encore, on parle beaucoup de la situation des agriculteurs dans notre pays, qui sont obligés de fermer leur exploitation. Ces personnes-là, au moment de la perte d'emploi, vivent un véritable état de stress post-traumatique, avec souvent, derrière le choc de la perte d'emploi, un état d'authentique dépression, avec un risque suicidaire. Eh bien, il n'y a aucune organisation de soins pour ces personnes-là. Lorsque quelqu'un présente un état de stress à la suite d'une agression, à la suite d'un accident, à la suite d'un accident collectif, eh bien, on instaure une prise en charge, un accompagnement psychologique. Eh bien, pour les chômeurs, on ne le fait pas. Et je plaide, et j'en terminerai par là, pour qu'on se préoccupe de leur santé et qu'on organise une santé, ou en tout cas un suivi de santé pour les chômeurs, comme il y a un suivi de santé pour ceux qui ont gardé leur travail. Je vous remercie. Merci à vous. Peut-être une ou deux questions. Oui, je vous en prie. Je voudrais juste rajouter une catégorie dont on n'a pas parlé, qui cumule un paquet de raisons de précarité, qui sont les détenus. En termes de suicide, notamment, on a un taux de suicide en prison qui est très très honteux et qui fait qu'on a supprimé la peine de mort, mais pas la mort en prison. Et je veux dire que ça nous pose à nous un vrai problème, parce que s'y concentre à la fois le fait de la privation de liberté, le fait des conditions de cette privation de liberté, et le fait que les gens qui rentrent sont souvent ou fous, ou étiquetés fous, entre guillemets, ou étiquetés tox, et je veux dire qu'on a là un concentré de causes de suicide qui est tout à fait majeur et auquel il faut qu'on s'attaque. Oui, je vous remercie de poser cette question. Elle n'était pas à l'ordre du jour, en tout cas, vous voyez, j'ai été très, très vite, hein, et il y aurait évidemment à prendre en compte beaucoup de populations. Celle dont vous parlez était évidemment extrêmement préoccupante, mais malheureusement, depuis 20 ans qu'on parle de cette question, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé, en tout cas dans les résultats, et je pense que, quand même, ce qu'il faut dire d'emblée, d'abord, c'est les conditions d'incarcération dans notre pays, les conditions d'incarcération. Voilà, il y a eu des reportages, notamment à Marseille, etc. Je crois qu'on peut dire que c'est scandaleux. Voilà, j'en dirai pas plus parce que ce serait beaucoup trop long. Et une des explications est là. Le reste, c'est que, évidemment, vous l'avez dit vous-même, on concentre en prison d'abord des hommes. Il y a beaucoup plus d'hommes en prison que de femmes. Et vous savez qu'il y a plus d'hommes qui meurent de suicide que les femmes. On concentre des personnes qui ont des problèmes psychologiques et on sait le lien qu'il y a entre souffrance psychologique et risque suicidaire. Et on concentre en plus des problèmes humains, de rapports humains, parce que c'est difficile de vivre comme ça. On a parlé de confinement tout à l'heure, enfin je crois qu'un des collègues que j'ai entendu parler de confinement, de promiscuité. Eh bien tout ça ajouté fait que le risque suicidaire est plus important en prison, et ne serait-ce que pour ça, on devrait se préoccuper de nos prisons dans notre pays. Merci. En écho à vos propos, je vais céder la parole à Nicole Rouvet, qui est secrétaire nationale du Secours populaire et qui a certainement aussi beaucoup d'expérience sur le sujet par rapport aux effets du chômage, de la perte d'emploi et de la précarité. Nicole. Oui, merci. Oui, je voudrais dire que depuis toute la journée, et puis particulièrement cet après-midi, mais c'est d'abord très très bien, ce que nous avons entendu, c'est qu'effectivement, et moi j'en suis parfaitement consciente, et sans doute beaucoup de personnes ici aussi, que la pauvreté c'est la première maladie. Et là nous venons de voir les conséquences qu'elle peut avoir. Qu'il soit dû au chômage, à des traumatismes, c'est la première maladie. Mais que cette maladie, elle est insidieuse. On est pauvre avec le SMIC, et qu'il voit dans la rue. Alors on la gère. Et la première chose aussi, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que la pauvreté, c'est pas une identité. On peut être pauvre, mais pas que. Pauvre et être informaticien. Pauvre surtout, être courageux. Parce qu'il faut du courage quand même aux familles, à la maman,
qui tous les jours va envoyer son gosse à l'école, chaussé correctement, habillé correctement, alors qu'elle sait, elle sait que des fois avant le 15, elle va venir frapper la porte du Secours populaire ou d'une autre association. Et ça mérite je veux dire, il faut un sacré courage pour aller vers une association, pour aller s'asseoir devant l'amie aussi gentille qu'elle peut être, lui dire je boucle pas les fins de mois, et puis j'y arrive pas. Dans cette société où il faut être grand, beau, enfin j'en passe. Hein. Voilà, moi je voudrais dire qu'il faut qu'on fasse attention tout à fait à ça, parce que c'est une maladie, et il y a quelque chose alors que je ressens aussi très fort. On nous a peut-être dit que la courbe elle baisse, peut-être, sûrement encore que voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la pauvreté aujourd'hui, c'est comme une chape qui tombe sur les gens, sans espoir. Il n'y a plus d'espoir. Enfin, les gens n'ont pas d'espoir. Qu'est-ce que vous voulez en entendre dire? T'as 20 ans, t'as pas de boulot. Enfin, tout ce qu'on sait, tous autant qu'on est. Et donc ça, les gens se mettent... Allez, je vais aller jusqu'au bout de ce que je ressens. N'est-on pas en train d'apprendre les gens, les personnes, à vivre en état de pauvreté? Ça, c'est d'abord grave pour les... Et on vient d'en voir les conséquences quand on parle des suicides, la chose la plus dramatique. Mais c'est grave aussi pour notre pays. Donc je crois que la pauvreté, il faut la combattre de toutes nos forces. Et au niveau de la santé, ce colloque d'aujourd'hui, je trouve que c'est très, très bien. Si on peut tracer les ponts entre nous tous, c'est super. Mais je veux dire que dans nos associations, et moi je vais parler pour la nôtre, nous sommes en train, puisqu'on va préparer notre congrès, de parler de pratiques nouvelles, de solidarité nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot nouvelle? C'est parce que la société, elle bouge et elle nous met en face de choses qui n'étaient pas là il y a 20 ans, et elle bouge très vite et très fort. Et comme je disais, elle tombe très fort sur les personnes. Et quand je parle de solidarité nouvelle, l'action que nous pouvons avoir dans nos associations comme les nôtres, et c'est ce que... Enfin, moi, je vais vous parler de là où je travaille, où je suis, c'est que nous sommes en train... Alors, nous ne sommes pas des médecins, même si nous avons autour de nous des professionnels de santé qui nous aident, qui réfléchissent avec nous. Eh bien, nous sommes en train de mettre en place des ateliers. Par exemple, tous les 15 jours, on emmène ces personnes, celles qui le souhaitent, hein, il n'y a pas d'obligation, à marcher, à venir marcher, en découvrant. Nous allons créer une chorale. Alors, des personnes me disent, mais qu'est-ce que tu t'enquiquines? On peut faire ça, ça existe partout. Je suis à Clermont-Ferrand, effectivement, il y en a plein. Des choses, des chorales, il y en a plein, et tant mieux. Sauf que les personnes, et on vient de le voir, elles n'y vont pas. C'est pas pour elles. C'est pas... Vous savez, la première des conséquences, on vient de dire, la pauvreté, mais une des conséquences terribles, c'est la désocialisation. C'est pas que les gens veulent plus parler, je veux dire que... Mais c'est eux, les gens qui se trouvent, les personnes qui se trouvent en pauvreté, ben ils n'ont plus rien à dire, plus de boulot. Et quand on se retrouve, on parle boulot, ils ne préparent pas de vacances, hormis que nous aidons à préparer les vacances, que vous savez, ils ne préparent pas de vacances, ils n'ont rien à dire. Donc à partir de là, ils se renferment. Et c'est ça qui est terrible. Donc il faut, je crois, alors je ne sais pas si ça s'appelle santé, pour moi la santé c'est tout un ensemble, c'est être bien dans son corps, dans sa tête. Voilà, c'est pas simplement soigner le bobo, je m'excuse auprès des docteurs qui sont là, soigner le bobo quand il est là. Pour moi c'est tout un ensemble la santé, c'est être bien. Voilà, et au pire ne pas avoir besoin de prendre de médicaments dans la vie. Mais ça c'est presque le rêve. Mais je crois que la santé c'est tout un ensemble. Et c'est cet ensemble qu'il faut qu'on mette en route. Voilà. Et il me semble que cette idée de construire, alors ça peut être d'autres idées avec d'autres amis, de mettre en place des moments, des lieux que j'appelle bonheur. Je ne sais pas si ça existe le bonheur, mais les instants bonheur, je crois que ça existe. De mettre ces moments-là pour redonner de l'espoir aux gens et pour leur dire, ben, t'existes, t'es là.
Voilà, moi c'était mon apport à cette colloque.